Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour cette vidéo du mois de mai 2025. Nous sommes exactement le 25-05-25, pour vous parler d'un sujet qui fait quand même souvent la une de l'actualité, à savoir la dette et le déficit public français, voir un petit peu où est-ce qu'on en est vraiment. Parce que là-dessus, on entend un petit peu tout et son contraire, entre celles et ceux qui disent que tout va bien, que y a rien, il y a rien à voir, circuler, il y a rien à voir, business as usual, etc. Et celles et ceux qui vous disent que c'est fini, que on va devenir comme certains pays, certaines îles, on va dire exotiques. Et bien évidemment, bon, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que la situation, en général, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Donc moi, le titre un petit peu de cette vidéo, déficit public français, la situation est grave, mais pas désespérée. La situation, effectivement, elle est sérieuse et elle est grave, hein. On a eu la semaine dernière, hein, pas plus tard que la semaine dernière, le FMI, le Fonds monétaire international, qui a clairement mis la pression sur le gouvernement français en indiquant que pour sortir de la situation, la France allait devoir mettre en place des solutions douloureuses, hein, donc douloureuses, des solutions douloureuses pour la population. Donc ça, c'est quelque chose. Voilà, la situation, elle est sérieuse. Il ne faut clairement pas la sous-estimer. La semaine prochaine, on va avoir Standard Poor's qui va revoir la note de la France. Donc, je vous rappelle que Moody's a refusé de d'évaluer la note de la France. Donc, la France est notée AA- par l'ensemble des agences de notation. Et Moody's, qui a fait tourner son modèle, hein, eh ben, le modèle de Moody's normalement devait aboutir à une dégradation de la note souveraine de la France. Ce qui pourrait être grave, parce que si la France passe de AA- à A+, de nombreux fonds d'investissement seront obligés de vendre les obligations françaises, parce qu'ils ont des normes à respecter, ce qui aurait provoqué une envolée taux français. Donc Moody's a refusé de, de suivre son modèle et a indiqué qu'elle ne pouvait pas, en l'état actuel des choses, attribuer une note à la France. Donc quand on ne peut pas attribuer une note à un pays, par défaut, on garde la note précédente du pays, qui est AA-. Et là, on va avoir Standard Poor's qui va revoir la note de la France à la fin de la semaine prochaine. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, la situation de la France, elle est sérieuse. On a un ratio dette sur PIB qui est à peu près de 110-115%. On a un déficit public qui frôle les 6%, conjugué à ça avec des perspectives de croissance qui ne présagent pas un potentiel de rebond. Parce que, par exemple, les États-Unis ont près un 6 à 7% de déficit public, mais les États-Unis d'Amérique ont un pouvoir, un potentiel de croissance, une puissance militaire et le dollar, qui est quand même la réserve mondiale, la devise mondiale de référence, qui permet au pays de pouvoir s'en sortir. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de la France, puisque la France n'a pas une souveraineté monétaire et dépend donc des instances monétaires, hein, le Parlement européen, la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Donc voilà. Alors, l'idée un petit peu de cette vidéo, ça consiste un petit peu à vous montrer que la situation n'est pas non plus désespérée, on peut encore faire des choses, mais que cela se fera forcément dans la douleur. Qu'a dit le FMI, euh, c'est pas, voilà, ce n'est pas faux, et on va essayer de voir ensemble un petit peu de quelle douleur il s'agit plus exactement. Donc là, ça, c'est la situation. Alors, quand Emmanuel Macron a fait sa présentation pendant 2 heures, il a parlé. Ça, c'est la répétition des dépenses publiques françaises. À peu près, hein, grosso modo, en avril-mai 2025, on a les dépenses publiques annuelles de la France qui s'élèvent à 460 milliards d'euros.
des recettes publiques de 290 milliards d'euros et un déficit public, enfin, c'est la différence des deux, de 170 milliards d'euros, correspond pro ou prou à peu près 5,5 à 6% du PIB. Donc, donc là, on a la répétition, effectivement, des dépenses de la France. Donc, si on devait diminuer les dépenses publiques, alors oui, on peut aussi augmenter les recettes, mais là encore, le FMI a dit que ce serait compliqué d'augmenter encore les impôts de la France. Donc ça, c'est aussi un autre problème entre la France et les États-Unis. Les États-Unis, ils ont 6% de déficit, mais le poids de l'État dans l'économie aux États-Unis, il n'est que de 35% contre 55% en France. Donc l'État américain a une marge pour augmenter les impôts, ce qui n'est malheureusement pas le cas en France, puisque en France, quand vous percevez un salaire, quand vous percevez par exemple, on va prendre un chiffre rond, quand vous percevez 2000 euros, hein, vous coûtez 2000 euros à votre employeur, en réalité, sur les 2000 euros que vous coûtez à votre employeur, l'État prend quasiment 45% de charges sociales de vous. Il vous reste 1000, 1100, 1200 euros net. À cela, évidemment, il faut enlever l'impôt sur le revenu. Il vous reste finalement votre salaire, hein, votre salaire consommable. Et sur ce que vous pouvez consommer, donc ce qui vous reste, bah, à chaque fois que vous allez faire des courses, vous allez consommer, vous allez payer entre 5 et 20% de TVA. Donc, vous voyez que, en fait, entre ce que vous coûtez à votre employeur et ce qu'il vous reste en enlevant les charges patronales, les charges salariales, CSG, CRDS, impôt sur le revenu à la source, et enfin TVA sur tout ce que vous consommez, bah, à la fin, il ne vous reste pas grand-chose. Donc, augmenter encore les impôts pour augmenter les recettes de l'État, ça paraît vraiment compliqué. Et le FMI clairement indiqué, c'est pas forcément la voie à suivre. Donc, il reste la solution consistant à diminuer les recettes publiques. Donc là, vous ai montré un peu une cartographie du poids des dépenses publiques. Ça, c'est le poids des dépenses publiques. Donc, on voit en fait très, très clairement que ce qui pèse quasiment 50% des dépenses publiques de l'État français, c'est les retraites, le financement des retraites, la santé et la solidarité. Ensuite, vous avez l'éducation nationale. Et puis, bah, tout le reste, en fait, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Souvent, j'entends dire que il faut il faut euh, dégraisser le mammouth, il faut supprimer des comités Théodule, fusionner des ODAC. Alors oui, oui, il faut le faire, mais regardez, hein, en vert, là, le vert clair, là, ici, euh, les fonctionnements des administrations publiques, c'est pas le gros des dépenses. Alors, ça représente un poids, je ne dis pas, mais c'est pas non plus ce qui représente la majorité des dépenses publiques. Les dépenses publiques, hein, donc sur les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sur les 15 postes de dépenses publiques, en fait, vous en avez trois: la solidarité, les retraites et la santé, qui à eux trois pèsent 50% des dépenses publiques. Donc c'est là-dessus que l'État va sans doute faire des économies. Et évidemment, cela aura un impact sur nous tous. Alors si déjà on veut passer de, si on veut redescendre à 4% de déficit. Donc, vous avez souvent entendu parler de, oui, il y a 40 milliards d'euros à trouver. Bah, déjà, les économies qu'on peut réaliser à la marge, bah, typiquement la santé, par exemple, ça, je peux vous donner un exemple concret, hein, que je connais bien. Les maladies de type ALD, hein, les affections longue durée, sont systématiquement transférées à la caisse primaire d'assurance maladie. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai une ALD, une affection longue durée. Bah, typiquement, dès lors que je signale que j'ai une ALD, même si c'est un traitement qui n'est pas forcément
en rapport direct avec l'ALD, directement, en fait, ça va être transféré. La prise en charge va être transférée à la caisse primaire d'assurance maladie, donc au payeur d'impôts, donc à l'État. Même si, alors c'est ça qui est incroyable, même si j'ai une mutuelle en B, même si j'ai une super mutuelle, systématiquement, si vous êtes en ALD, en affection longue durée, quasiment hein, la majorité de vos visites chez le médecin, de vos hospitalisations, etc., seront transférées vers la solidarité nationale. Donc ça, typiquement, on pourrait euh, très très bien dire aux personnes qui ont des mutuelles, alors évidemment, vous avez les personnes qui sont en situation précaire, qui n'ont pas une très bonne mutuelle, évidemment, on va pas les laisser avec leur pathologie, bien évidemment, il s'agit pas, il s'agit d'êtres humains. Mais les personnes qui ont une mutuelle en béton, si elles ont une ALD, bah, autant que cette ALD soit prise en charge par la mutuelle privée et non pas soit systématiquement transférée vers la caisse primaire d'assurance maladie. Donc ça, voilà, avec ça, on pourrait déjà diminuer les dépenses de santé d'à peu près 10%. Ensuite, vous avez la solidarité. Je vous avais dit que la solidarité, ça pèse aussi à hauteur de quasiment 25% des dépenses publiques. Là encore, hein, alors sans tailler à la hache, on peut mieux harmoniser les versements des aides. Vous avez tout un tas d'organismes qui versent des aides sociales. CAF, le RSA, les ACDIC, etc., etc. Ça, rien n'empêche de pouvoir mieux cibler les aides. Ça ne veut pas dire couper les aides, mais mieux cibler les aides. Par exemple, aujourd'hui, vous avez deux enfants, vous gagnez 10 000 € par mois, bah, vous êtes éligible, tant que vos enfants sont mineurs, vous êtes éligible à la CAF. Est-ce que si vous touchez 10 000 € par mois, est-ce que vraiment c'est indispensable de toucher les aides sociales? Les 10 000 € par mois, a priori, vous n'avez pas nécessairement besoin des aides publiques. Donc rien en harmonisant un petit peu mieux, en automatisant un peu mieux le mécanisme de versement des aides, on peut faire une économie de 2%. Les retraites, alors là, ça va pas plaire, hein. Les retraites, bah, par exemple, on peut supprimer l'abattement de 10% de l'impôt pour les retraités. Je vous rappelle que lorsque le fisc calcule votre revenu imposable, vous avez un abattement de 10% qui est calculé automatiquement. Ça, ce sont des abattements pour frais professionnels. Vous prenez votre voiture, vous devez acheter des vêtements, des costumes pour aller au travail. Bah ça, le fisc considère que voilà, un salarié a besoin d'à peu près, consacre à peu près 10% de son revenu pour son activité professionnelle, des frais professionnels. Et d'ailleurs, lorsque vous êtes salarié, vous pouvez soit opter pour l'abattement de 10% forfaitaire, soit c'est ce qu'on appelle aux frais réels. Et donc là, bah, vous allez déduire les frais réels, l'essence que vous payez réellement, etc., etc. Sauf qu'il faut savoir que les retraités bénéficient aussi de cet abattement de 10%. Ce qui n'est pas du tout logique. Lorsque vous êtes retraité, vous n'avez plus de frais professionnels. Donc ça, rien qu'en supprimant cet abattement de 10% pour les retraités, on peut économiser 3% à peu près sur les retraites. C'est-à-dire en faisant payer les retraités sur les 10% d'abattement, bah, ça peut finalement générer des recettes supplémentaires pour l'État. Alors moi, je suis contre l'augmentation des impôts, mais alors ça, pour le coup, ça, c'est une niche fiscale qui, pour moi, n'a pas vraiment de raison d'être. Et cette augmentation de recettes fiscales peut couvrir une fraction des dépenses liées aux retraites. Ensuite, vous avez la culture. Alors là, pour le coup, là, si on peut utiliser la tronçonneuse de Milei, là, il y a problème. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce qu'on a réellement besoin d'un ministère de la culture? Aux États-Unis, ils n'ont pas de ministère de la culture. Pourtant, les meilleurs films sortent encore aujourd'hui au cinéma, ce sont des films américains.
Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin que d'avoir un ministère de la culture? Moi, là-dessus, je suis clairement dubitatif là-dessus, hein. Bon, quand on voit au Festival de Cannes les personnalités politiques qui vont se pavaner là-bas, aux frais de l'argent du contribuable, moi, je ne suis pas persuadé qu'il faille dépenser pour ça. Euh, voilà. Là-dessus, on n'a pas besoin d'un ministère pour flécher la culture. Le soutien économique, là encore, euh, quand on regarde une grosse partie des aides de l'État, alors souvent on critique les aides, les RSA et tout ça, mais il faut aussi savoir que une partie des aides de l'État vont aux entreprises sous forme d'aides, le CICE, le tout ça, qui vont aux grands groupes. Ça, évidemment, si vous êtes auto-entrepreneur, en général, vous n'avez pas tous ces soutiens de l'État. Là encore, est-ce que c'est pertinent de verser des aides économiques à des grands groupes qui, par ailleurs, versent des dividendes à leurs actionnaires, hein? Moi, je suis plutôt quelqu'un de libéral. Moi, j'estime que, enfin, il faut choisir. Soit vous êtes une entreprise, une grande entreprise en difficulté. Donc là, oui, vous faites appel à l'épargne publique, à, au soutien public, à l'argent public, parce que vous avez des emplois, vous devez sauvegarder des emplois, donc vous faites appel à l'argent public. Mais dans ce cas-là, interdiction de verser des dividendes aux actionnaires. Soit vous êtes une multinationale, ça vous tenez, vous n'avez pas besoin de l'État. Et là, vous pouvez verser tous les dividendes que vous voulez aux actionnaires, il n'y a pas de problème. Vous êtes une entreprise privée, vous faites des bénéfices sans aide de l'État. Si vous voulez reverser la totalité de vos bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes, moi, je vois pas où est le problème. Contre, lorsqu'il y a un conflit d'intérêts avec des entreprises qui vont quémander les aides publiques pour vivre, qui vont réinjecter une grosse partie de ces aides publiques sous forme de dividendes à leurs actionnaires, ça, je suis pas d'accord. Donc là-dessus, je pense qu'on peut tailler à la hache tout ce qui est aide aux grandes entreprises, parce que la plupart d'entre elles, hein, soyons francs, sont en bonne santé, hein. Moi, je regarde, hein, je vais pas les citer, mais regardez LVMH, problème chez LVMH. Tant LVMH a bénéficié d'aides publiques et verse des dividendes à ses actionnaires. Et rien contre les actionnaires de LVMH, parce que je suis moi-même un actionnaire de LVMH et j'ai pas été malheureux de toucher mes dividendes en avril dernier. Voilà. Mais j'estime que j'ai pas à voilà. Moi, ça me gêne d'un point de vue éthique qu'une partie du dividende que je perçois de mes actions LVMH provienne du payeur d'impôts. Moi, voilà, l'État n'a rien à faire avec le soutien à ces grands groupes. Et enfin, le fonctionnement des administrations publiques. On peut très très bien supprimer dès maintenant certaines agences publiques qui, honnêtement, n'ont pas une utilité cruciale, hein. Tout ce qui est, je sais pas, développement durable, les commissions, les comités interministériels de coordination, bon, ça, on peut supprimer. On peut facilement gagner 10% là-dessus. Donc, si on fait toutes ces économies, hein, là, je vous ai mis le tableau. Donc, ça, ce sont les dépenses publiques. Là, ce sont les économies qu'on peut en tirer. Donc, vous voyez, donc la santé, sur les 89 milliards, on économise 9 milliards. La solidarité, sur les 47 milliards, on économise 1 milliard. Les retraites, sur les 112 milliards, on économise 3 milliards. La défense, on touche pas. C'est un secteur régalien. L'État, il est là pour protéger, hein. L'armée, pas imaginer une armée privée. Donc, l'État, la défense, on touche pas. La sécurité, on touche pas. Les infrastructures, on touche pas. La justice, on touche pas. L'environnement, on touche pas. La charge de la dette, donc ça ce sont les intérêts de la dette, ça on n'a pas la main dessus, pas touché. La recherche, moi j'estime, contrairement à Milei en Argentine, qu'il faut une recherche publique. Parce que si on privatise la recherche, le danger, c'est que bah, les entreprises privées, leur but c'est de faire de l'argent. Et le risque, c'est que les entreprises privées vendent leurs trouvailles
à des pays, à des États concurrents d'une autre. Donc c'est important qu'il y ait une recherche. euh, et d'ailleurs, aux États-Unis, vous avez la NASA. Alors, vous avez Elon Musk qui fait ses recherches à lui en tant que entreprise privée, mais vous avez quand même la NASA qui est un organisme public. La recherche, moi, je ne suis pas forcément pour qu'il y ait des économies là-dessus. Culture et loisirs, là, moi, on peut sabrer. Voilà, ça, tout ce qui est ministère de la Culture, tout ça, on n'a pas besoin de l'État. Je veux dire, moi, si j'ai besoin de me cultiver, j'ai pas besoin de demander la permission à l'État. Pas besoin de l'État pour me dire comment me cultiver. Soutien aux activités économiques, bon là c'est pareil, on peut diviser par deux, hein. Transport, bon clairement, moi je vois pas l'intérêt de faire des économies là-dedans. Au contraire, on a besoin de de services, plus de services au transport. Hein, regardez l'état des RER, celles et ceux qui prennent le RER à Paris, les pannes de train et tout ça. Je suis pas forcément sûr qu'il y ait besoin d'économies là-dessus. Et enfin, les fonctionnements des administrations publiques, là oui, on peut faire une petite économie de 10%. Donc en faisant ça, donc là, on a le nouveau diagramme des dépenses publiques. Donc, vous voyez, ça ne change pas le diagramme précédent. Hein. Vous voyez, en faisant une petite économie sur les retraites, sur la santé, sur la solidarité, sur la culture et sur le fonctionnement des administrations publiques, on peut faire une économie de 40 milliards d'euros qui est matérialisée par ce grand carré jaune. Voilà. On peut, dans l'urgence, on peut faire rapidement des économies. Là où ça va être plus douloureux, c'est que même si on fait une économie de 40 milliards, on reste en déficit public. Or, sur le long terme, on ne peut pas. Ça fait 50 ans que la France n'a pas eu d'excédent public. Le dernier excédent public remonte en 1974, donc à l'époque de Giscard d'Estaing, de Valéry Giscard d'Estaing, quand il est arrivé aux commandes, hein, donc juste après Pompidou. Hein, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Je n'étais pas né en 1974. Et donc, c'est pas normal qu'un État soit en déficit public chronique. Donc là où ça va être plus difficile, c'est j'ai essayé d'imaginer quelles peuvent être les économies que l'on peut réaliser pour arriver à l'équilibre budgétaire. Et là, c'est là où ça va être très très douloureux, comme l'a dit le FMI. Alors, déjà, la solidarité. Alors là, pour le coup, hein, là, il faut quasiment réduire la solidarité de 63%. C'est énorme. Donc déjà, pour le RSA, obligation d'exercer une activité, toucher le RSA. Alors quand je dis une activité, c'est pas forcément une activité professionnelle. Ça peut être une activité de formation, ça peut être une activité associative, au moins une activité d'insertion sociale. Donc obligation d'exercer une activité pour toucher le RSA. Plafonnement des assédiques, chômage, au SMIC, comme au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Hein, je vous rappelle qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, lorsque vous vous retrouvez au chômage, les assédiques, hein, c'est le SMIC, hein, c'est pas plus. Suppression des aides de la carte pour les ménages gagnant au-dessus du revenu moyen. Honnêtement, quand vous êtes dans les 50% des Français les plus riches, est-ce que on a besoin de toucher la CAF? Je dis pas que ça va être facile, hein. J'imagine parmi vous, pas mal de personnes qui touchent euh, 2000, un peu plus de 2 000 € par personne, donc qui vous situe au-dessus du revenu médian. On roule pas sur l'or. On gagne 2 200 € par mois. Mais, ça sera sans doute une réforme à faire si on veut payer le déficit. Si l'État français veut revenir à l'équilibre budgétaire, c'est important de faire ça. Et enfin, dernière mesure, multiplication par 10 des loyers pour les personnes qui occupent un logement social et dont les revenus ont dépassé le plafond. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, c'est très difficile de trouver un logement social, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'une fois que vous occupez un logement social, il est impossible de vous expulser de votre logement. Moi, je connais des personnes qui ont eu un logement social quand ils étaient étudiants.
et qui, même 5 ans, 10 ans, 15 ans après avoir commencé à travailler, gardent leur logement social avec un loyer qui est, franchement, un loyer qui est très sympa par rapport au loyer du marché. Donc, très honnêtement, donc moi, déjà, on fait des économies et pour libérer des places dans le logement social, vous êtes au-dessus du plafond. Vous voulez rester dans le logement? Pas de problème. Problème, voilà, on peut pas expulser en France. C'est très compliqué d'expulser quelqu'un en France. Pas de problème. On multiplie votre loyer par 10. Et là, je peux vous assurer que la personne, elle aura très très vite intérêt à quitter le logement pour prendre un logement dans le privé, ou voire même pour acheter sa résidence principale. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui profitent un petit peu du système, qui, qui vivent dans un logement à loyer modéré et qui vont investir, qu'elles payent un loyer très modeste, vont profiter pour investir sur les marchés ou dans l'immobilier et gagner de l'argent. Là, ces personnes-là, vous avez un salaire intéressant, très bien. Vous voulez rester dans votre logement social, c'est compliqué de déménager. OK, on multiplie votre loyer par 10. Voilà. Donc là, avec ça, évidemment, c'est très douloureux. Ce sera très douloureux. Ça va être dur. Parce que plafonner le chômage au SMIC, supprimer la CAF, pour ceux qui gagnent plus du revenu moyen, obligation d'avoir une activité quand vous êtes au RSA et multiplication par 10 des loyers de personnes qui sont en logement social et dont les revenus passent les plafonds, c'est sûr que ça va faire du dégât. Je pense qu'il y aura des gens mécontents. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ensuite, deuxième bloc, les retraites. Donc les retraites. Donc si on veut faire une économie de 63% à long terme sur les retraites, déjà, on fait un gel sur 10 ans de toutes les pensions de retraite assurées par l'État au-delà de 2000 euros. Donc dès lors que vous gagnez plus de 2000 euros, on gèle la revalorisation de pension. Ça, ça, on peut le faire. Ça, voilà. On va pas supprimer on va pas arrêter de payer les retraites, hein. On n'en est pas là. On n'est pas au Liban. Par contre, vous touchez plus de 2000 euros par mois de retraite, on gèle la revalorisation. Plafonnement de la retraite de base à 5000 euros par mois pour tous les retraités actuels. Aujourd'hui, honnêtement, alors je crois qu'il y a FX, hein, François-Xavier de la chaîne PME en direct qui en parle. Alors lui, il est pour descendre à 2000 euros par mois de plafond. 2000 euros, c'est violent quand même. Par contre, voilà, pour toutes les personnes qui cumulent des retraites à droite, à gauche, bah, les retraites de base, on plafonne à 5000 euros. Bon, je pense que si vous avez une retraite à 5000 euros par mois, une retraite de base, je pense que vous n'êtes pas malheureux, hein. Aujourd'hui, je pense que même un salarié qui gagne plus de 5000 euros par mois, vous êtes dans le top 3% des salariés. Je pense que si à la retraite, on plafonne votre retraite à 5000 euros par mois, je pense que vous n'allez pas en mourir. Alors, ça va être douloureux, je ne dis pas, hein, c'est dur, hein, c'est très dur. Mais si on veut arriver à l'équilibre budgétaire, tout le monde doit y passer, hein. On va parler des gens au RSA, des chômeurs, des gens qui ont la CAF, des gens qui ont les logements sociaux. Bah là, les retraités, hein, on plafonne à 5000 euros les pensions. Ensuite, on fait quelque chose de dégressif. Si vous avez moins de 50 ans, si vous avez moins de 50 ans, on va plafonner votre retraite future à 4000 euros par mois. Pourquoi? Parce que moi, j'estime que quand on a moins de 50 ans, on a encore du temps, même quand on a 45 ans, 48 ans, 50 ans, comme c'est mon cas, hein, on a encore le temps, la retraite, de mettre en place des solutions pour se constituer un complément de revenu à la retraite. Et évidemment, on fait un plafonnement dégressif. C'est-à-dire que si vous avez moins de 40 ans, entre 40 et 50 ans, on plafonne votre retraite future à 3000 euros. Si vous avez entre 30 et 40 ans, on plafonne votre retraite future à 2000 euros. Et si vous avez moins de 30 ans, donc si vous êtes jeune, hein, vous êtes encore dans les études ou vous venez de finir vos études, on annonce la couleur, hein, clause du grand-père. Vous n'aurez pas de retraite.
vous aurez votre retraite, ça sera juste le minimum vieillesse. Si vous arrivez des galères dans la vie, hein, ça peut arriver. Si vous avez des galères dans la vie, vous avez uniquement, l'État vous assurera le minimum vieillesse à la retraite. À vous, si vous avez moins de 30 ans, de constituer votre retraite. Et quand on a moins de 30 ans, on est à 30 ans de la retraite. Je suis désolé, quand on a moins de 30 ans, vous avez largement le temps de vous constituer une retraite capitalisation. Et donc, évidemment, l'idée, c'est la mise en place progressive d'une retraite par capitalisation obligatoire pour tous. Vous choisissez votre assureur, vous choisissez votre organisme, vous choisissez le conseiller en gestion de patrimoine que vous voulez, hein, ça, libre à chacun, mais vous êtes obligé de consacrer une partie de vos revenus, préparer votre retraite. Libre à vous de choisir ce que vous voulez faire. Ça peut être via l'achat d'un bien immobilier, ça peut être via la mise en place d'un plan d'épargne retraite, ça peut être via la mise en place d'un plan d'épargne retraite collective ou d'un plan d'épargne entreprise. Chacun choisit sa solution, mais il faut que chacun prenne en main sa retraite. Et si les personnes ne le font pas, eh ben, ça sera le minimum vieillesse à la retraite. Donc, de toute façon, même s'il y a des petits malins qui arrivent à passer entre les gouttes pour ne pas se constituer une retraite capitalisation. Moi, je suis contre le flicage. Bah, de toute façon, la sanction, c'est à la retraite. Vous aurez le RSA ou le minimum vieillesse. Voilà. Alors ensuite, la culture et le loisir, bah, typiquement, suppression du ministère de la Culture, suppression du ministère des Sports. Voilà. L'État, franchement, regardez, est-ce qu'on a besoin d'un ministère des Sports? Regardez aux États-Unis, ils n'ont pas de ministère des Sports. Pourtant, aux Jeux Olympiques, tous les 4 ans, ce sont les États-Unis qui raflent toutes les médailles. Hein. Les champions en médailles olympiques, ce sont les Américains. Ils n'ont pas de ministère des Sports. Les meilleurs films sont des films américains. Ils n'ont pas de ministère de la Culture. Donc ça, on peut bazarder. Et enfin, réduction, optimisation massive du fonctionnement de nos zones d'administration publique. Donc là, audit de l'ensemble des ODAC, suppression de tous les comités théodules, fusion de certains ODAC importantes pour supprimer les doublons, et enfin, suppression des agences non essentielles. Donc là encore, bah, il va y avoir de la casse, évidemment. Il va y avoir des suppressions de postes, etc. Ça va faire mal, hein. Donc là, effectivement, quand on regarde l'ensemble des mesures pour arriver à un déficit zéro, tout le monde est concerné, hein. Tout le monde est concerné. Vous êtes une multinationale, bah, on vous supprime vos aides publiques, hein. Quelqu'un comme Bernard Arnault de LVMH, il n'a pas à toucher des aides publiques de l'État. On supprime. Vous êtes au RSA, bah, voilà, votre RSA, il est conditionné à l'obligation d'exercer une activité, rémunérée ou pas, mais il faut s'insérer dans la société. Vous êtes au chômage, on plafonne les assédiques au SMIC. Vous êtes dans un logement social alors que vous n'avez pas y être vu vos revenus, on multiplie votre loyer par 10. Vous êtes à la retraite, on plafonne la retraite à 5 000 euros. On plafonne on gèle les revalorisations si vous touchez plus de 2 000 euros. Et ensuite, quand vous êtes actif, bah, on va plafonner votre retraite future à des seuils de plus en plus bas en fonction de votre âge. Donc évidemment, ça va faire énormément de mécontents. Là, avec tout ce que je propose, je pense que parmi toutes celles et ceux qui m'écoutaient, je pense que personne ne passe au travers des gouttes, hein. Mais malheureusement, hein, quand le FMI parle de réformes douloureuses, bah, je ne vois pas d'autres réformes que celles que j'ai indiquées ici, sans augmenter les impôts, bien évidemment. Donc évidemment, ça va être douloureux. Et si on applique ces mesures, voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez évidemment en jaune l'économie d'impôts. Donc là, on voit que évidemment. Donc là, en fait, si on prend les dépenses publiques en enlevant ce carré jaune qui correspond aux économies, là, ce grand carré-là, ça correspond aux recettes fiscales. Donc là, si on prend le grand rectangle auquel on enlève le rectangle jaune, on a les recettes fiscales qui matchent exactement avec les dépenses de l'État.
Donc là, évidemment, regardez la santé, les retraites, la solidarité. Donc évidemment, on voit une baisse du poids de l'État dans les trois domaines essentiels. Et là, on voit certains domaines comme la culture. Donc la culture, on n'a quasiment plus rien. On supprime 90% de ce qui est consacré à la culture. Et évidemment, on a, par exemple, tout ce qui est fonctionnement des administrations publiques, cure de minceur, cure de régime dans les administrations publiques. Et en faisant tout ça, on arrive à avoir un, des dépenses publiques soit égales aux recettes publiques. Alors, maintenant, quel conseil j'ai à vous donner? Parce que là, si jamais on met en place ces mesures qui vont être douloureuses pour tout le monde, moi compris, moi aussi, je vais souffrir parce que bon, bah, une petite de ces mesures-là, bah, moi j'en bénéficie, je profite de certaines enfin, je profite aussi des largesses de l'État. Donc moi aussi je vais souffrir, on va tous souffrir. Donc quel conseil j'ai à vous donner? Alors déjà, commencez à préparer votre retraite très longtemps à l'avance. Déjà, essayez d'accéder le plus rapidement que possible à la propriété pour solder votre crédit avant 60, 65 ans. Donc moi, c'est le premier conseil que j'ai à vous donner. Si vous êtes jeune, même moins jeune, essayez déjà de ne plus avoir de loyer payé, mais d'avoir un bien à vous pour lequel vous payerez un crédit. Pourquoi? Parce que le crédit que vous payerez à la banque, le crédit sera à taux fixe. Donc même si demain vous avez de l'inflation, bah, votre crédit ne va pas augmenter, vos mensualités ne vont pas augmenter. Alors que si vous restez locataire, non seulement vous aurez toujours un loyer à payer à la retraite, mais en plus, votre loyer va suivre l'inflation. Donc, vous allez payer de plus en plus cher votre loyer au fur et à mesure que l'inflation augmente. Ensuite, investir 10 à 20% dans votre retraite. Donc, on sait que les Français mettent en moyenne 10 à 20% de leur salaire. Ils épargnent 10 à 20% de leur salaire, mais malheureusement, cette épargne, elle est très mal utilisée. Épargner, et là, pour ça, il y a des choses. Pas besoin d'aller chercher midi. Vous avez le dispositif PER. Vous avez des plans d'épargne retraite. Vous pouvez ouvrir un PER ou profiter du PERCO qui est à votre disposition par votre employeur. Vous pouvez aussi ouvrir une assurance vie. L'assurance vie est un très très bon moyen pour préparer votre retraite. Vous pouvez investir dans les SCPI. Si vous n'avez pas 200 000 euros à mettre dans un logement locatif, vous pouvez, à partir de 5, 10 000 euros, investir dans des SCPI. Donc, vous avez tout un tas de dispositifs qui vous permettent de préparer votre retraite. Hein. Vous pouvez traiter, parce que j'entends souvent des gens dire, ouais, mais attends, je peux pas à la fois acheter ma résidence principale et en même temps investir dans du locatif. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, vous avez un dispositif qui est le dispositif SCPI, qui permet d'investir dans du locatif à partir de 5 000 euros. À partir de 5 000 euros, vous pouvez investir dans des dispositifs qui vont vous verser des loyers. Donc là, vous pouvez très très bien vous acheter votre résidence principale à 200 000 euros et vous pouvez garder une soulte peut-être de 5 ou 10 000 euros pour investir dans des dispositifs de type SCPI qui vont vous verser des loyers. Vous voyez? Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter à la fois votre résidence principale et investir dans un bien immobilier en locatif. Ça, j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas cette capacité à faire ça. Mais il est possible de passer par les SCPI. Et enfin, dernier conseil très important, surtout si vous êtes déjà âgé, faut être réaliste, si vous avez 55 ans, vous n'avez pas, vous êtes locataire, vous avez 55 ans et que vous n'avez pas investi dans différentes solutions, là, évidemment, on va pas faire de miracle. C'est pas à 55 ans que vous allez passer d'une retraite supplémentaire de 0 euros à 2 000 euros. Hein. Ça va être compliqué.
sauf si vous avez de très hauts revenus. Mais à 55 ans, si vous avez rien fait avant 55 ans, moi, je suis pas là pour vous vendre du rêve, hein, vous me connaissez, hein. C'est pas une chaîne qui fait rêver, hein, ma chaîne, hein. Si vous cherchez du rêve, vous n'êtes pas tombé à la bonne adresse. Si vous avez plus de 55 ans, ça va être compliqué de passer d'une retraite supplémentaire de 0 à 2 000 euros. Contre, rien ne vous empêche à 55 ans de développer une activité secondaire. Ça, on peut le faire, on peut se former à tout âge, je suis désolé. Même à 55 ans, on peut encore passer des diplômes. Développer une activité secondaire, si possible, peu éprouvante physiquement, que vous pourrez exercer à la retraite. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, qui coûte pas cher, hein. Regardez le CNAM. Moi, par exemple, je suis actuaire, hein, pour celles et ceux qui me connaissent, je suis actuaire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que je suis actuaire que depuis l'âge de 44 ans. C'est-à-dire que moi, je suis informaticien de formation, je suis ingénieur en informatique de formation, mais euh, j'ai choisi de passer l'actuariat en cours du soir pour avoir un titre d'actuaire, parce que je sais que l'actuariat est très demandé sur le marché. Hein, on a besoin d'actuaires sur les marchés aujourd'hui, voilà. Alors c'est sûr que c'est pas moi qui allais passer des métiers manuels, hein. Par contre, on a besoin d'actuaires. Et je me suis reconverti en obtenant le diplôme, un master, un +5, reconnu par l'Institut des actuaires au CNAM. Ça a été très dur, puisque j'ai démarré ma formation en 2012 et j'ai eu mon diplôme en 2019. Il m'a fallu 7 ans sans arrêter mon activité professionnelle, donc en cours du soir, c'est pour ça que ça a traîné. Donc 7 ans à bosser tous les soirs de 18h15 à 20h15, 20h30 pour obtenir un diplôme reconnu de manière nationale, donc qui est le diplôme d'actuaire, qui me permet d'avoir un autre diplôme. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, si vous, même si vous avez en 55 ans, que vous avez un métier éprouvant physiquement, rien ne vous empêche de passer 55 ans, un diplôme que vous pourrez exercer en parallèle de votre retraite si vous estimez que votre retraite ne sera pas suffisante. Ça, c'est tout à fait possible et je l'ai fait. Je l'ai fait alors que je suis marié et j'ai 2 enfants. Et j'ai sacrifié 7 ans de ma vie sans arrêter mon travail à faire des cours du soir, passer des examens, des partiels, faire un mémoire. Et mon mémoire, Dieu sait que ça a été compliqué. J'ai dû le refaire 2 fois, mon mémoire. Ça a été compliqué pour obtenir mon titre d'actuaire. Et l'actuariat, ça peut être de la comptabilité, de la finance, de l'enseignement, etc., etc. Donc ça, c'est très, très important. Surtout si, voilà, si vous pouvez plus investir, si vous avez déjà plus de 50 ans, développer une activité secondaire peu éprouvante physiquement que vous pourrez faire à la retraite. Moi, soit dit en passant, alors moi, je me suis mis à l'abri, hein. Moi, clairement, à partir de 60 ans, mes enfants ne seront plus à la maison. A priori, au-delà, quand j'aurai plus de 60 ans, mes enfants travailleront. Donc, je n'aurai plus de charges familiales. Moi, très honnêtement, à 60 ans, je pourrais vivre de ma retraite de base, plus tout ce que j'ai pu, tous mes investissements que j'ai pu faire. Sauf que, euh, même quand je serai à la retraite, je continuerai à exercer une activité professionnelle parce que je suis passionné, simplement. Donc moi, très honnêtement, je continuerai à travailler même après 65 ou 70 ans. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai pris la peine de me former au fur et à mesure de ma vie professionnelle. Donc ça, si vous avez plus de 55 ans, plus de 50 ans, n'hésitez pas à regarder ce qui vous passionne, ce qui vous intéresse, et à prendre une formation en cours du soir pour avoir un diplôme qui vous permette d'exercer un métier qui vous intéresse, qui vous rémunère et qui vous permettra de compléter votre retraite. Donc voilà un petit peu pour le premier conseil que j'ai à vous donner en adéquation avec le premier poste d'économie de l'État. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner,
investir sur votre santé. Donc déjà, choisir une mutuelle qui offre une couverture optimale en cas de problème de santé. Donc les yeux, les dents, les oreilles, la chirurgie. C'est que, en général, les principaux postes dépenses dans la santé, c'est souvent l'optique, l'ouïe, les dents et tout ce qui est opération chirurgicale, chimio, etc., etc. Donc, choisir une mutuelle qui offre une couverture optimale. Lorsque vous cherchez à bouger, lorsque vous cherchez un emploi, souvent, lorsqu'on cherche un emploi, on ne fait pas assez attention à la mutuelle, à tout ça. Souvent, la première chose qu'on regarde, c'est le poste et le salaire. Bah, n'hésitez pas à prendre en compte la qualité de la mutuelle de votre employeur lorsque vous cherchez un emploi. Ça, c'est vraiment important. Moi, je l'ai fait, hein, donc pour celles et ceux qui le savent, depuis le mois d'avril, donc depuis le mois dernier, j'ai un nouvel emploi, donc je suis salarié dans un ODAC, justement, et un des choix, euh, un des éléments, alors il y a deux éléments qui m'ont amené à choisir, trois. Il y a le salaire, personne ne travaille pour la gloire. Deux, est-ce que la mission, elle est réellement d'utilité publique? Là, il se trouve que c'est un ODAC qui a clairement une mission d'utilité publique. Donc mon but, c'est pas de faire de la pub pour mon employeur, hein, c'est une chaîne privée, voilà, je parle en mon nom, donc j'ai pas à parler au nom de mon employeur. Mais bon, si vous cherchez, si vous allez sur mon LinkedIn, vous verrez le nom de mon employeur et bon, je vous fais pas un dessin, vous verrez que l'organisme pour lequel je travaille, il est clairement indispensable. Voilà, c'est pas un comité Théodule. Et enfin, troisièmement, mon employeur, il a une mutuelle en plus. Il a une très très bonne mutuelle qui fait que demain, si malheureusement on devait la caisse primaire d'assurance maladie devait réduire les remboursements maladie, bon, j'ai une mutuelle qui permet de bien me couvrir. Et enfin, troisième point, prenez soin de vous sur le long terme pour minimiser. Alors je sais bien que c'est pas toujours possible pour minimiser le risque d'hospitalisation. Hein. Donc éviter de boire, de fumer, pratiquer une activité sportive régulière, etc., etc., etc. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir une hygiène de vie exemplaire et être frappé par un cancer à 30 ans. Bien sûr, je le sais. Ou être frappé d'une maladie grave à 30 ans. Je le sais. Et je le sais même que trop bien, on va dire. Donc, bien sûr, il y a le facteur chance qui joue. Mais si déjà vous avez une bonne hygiène de vie, que vous mangez bien, que vous mangez sainement, que vous évitez de fumer ou de boire plus que de raison, déjà, oui, minimiser le risque d'hospitalisation et le risque d'avoir dépenses de santé qui explosent. Enfin, désensibiliser au maximum par rapport à l'étude. Aujourd'hui, il y a trop de personnes dont la survie dépend de l'étude. Et le conseil que j'ai à vous donner, ces personnes-là, essayez de vous désensibiliser par rapport à l'étude. Si vous êtes au chômage, essayez de trouver rapidement un emploi. Même si c'est pas le poste de vos rêves, c'est pas grave. Trouvez un emploi, quitte ensuite à démissionner, à changer. Mais la règle, ça doit être d'avoir un emploi. La règle, c'est pas de vivre au chômage au crochet de l'État. Ça doit être une exception. Ça doit être une solution transitoire. Par exemple, le temps de monter une société. C'est sûr que si vous avez un projet de création d'entreprise et que vous avez bénéficié du chômage au titre des créateurs d'entreprise, bien évidemment, essayez de profiter au maximum du chômage pour avancer, pour développer votre société. Ensuite, en cas de problème de santé, essayez d'adapter votre emploi du temps en négociant, là encore, si possible, du télétravail ou éventuellement un mi-temps thérapeutique plutôt que de rester en arrêt maladie prolongé qui vous rend dépendant de l'État. Faites essayer de tout faire pour rester actif.
même si on a une maladie grave. Alors bien sûr, là encore, vous avez un métier manuel et vous avez une infirmité au dos, par exemple. Et vous êtes en arrêt maladie longue durée, vous avez un métier manuel. Là encore, essayez de vous former. Ne restez pas les bras croisés en disant j'ai un handicap parce que j'ai un problème au dos, je peux plus faire mon métier manuel, bah je vais continuer à vivre jusqu'à la retraite de l'État. Non, essayez de vous former, essayez de faire une formation. C'est pas parce que vous avez un métier manuel aujourd'hui que vous ne pouvez pas faire certains métiers entre guillemets intellectuels plus tard. Vous pouvez vous former, ce qui va vous permettre d'exercer un emploi, de faire évoluer votre employabilité en rapport avec vos problèmes de santé. Alors évidemment, là, je ne parle pas de paraplégique, etc. Mais il est possible de faire évoluer votre, votre emploi par rapport à votre handicap. N'attendez pas que ce soit l'État qui fasse tout pour vous. Hein. Et là encore, je parle en connaissance de cause. Hein. Il est possible de faire évoluer tout ça. Et enfin, troisième point, si votre activité est liée à l'État, donc fonctionnaire ou assimilé travaillant dans des organismes parapublics comme la SNCF, la RATP ou dans des ODAC, alors si le risque d'être licencié reste faible, donc même si il y aura sans doute des réformes douloureuses, je vois mal l'État, enfin le gouvernement licencier ses fonctionnaires ou assimiler fonctionnaires. Euh, Contre, moi, ce que je vois très très bien des propositions de loi qui visent à geler le salaire de tous les fonctionnaires et assimiler les fonctionnaires. Ça, c'est très possible. Hein, si vous travaillez à la SNCF, à la RATP, dans l'enseignement, dans la santé, dans un ODAC, c'est possible que la RH, votre RH, dise bah, maintenant, monsieur, pendant les 10 prochaines années, il n'y aura pas 1 euro d'augmentation de salaire. Ça, c'est fort possible. Là encore, anticipez. Hein. N'hésitez pas à mettre de côté et à faire en sorte de créer, en fait, de vous procurer des revenus complémentaires qui ne dépendent pas exclusivement de votre salaire. N'attendez pas que l'inflation ronge votre pouvoir d'achat pour investir et, si possible, investir dans des solutions qui vont vous générer des revenus qui vont supplanter l'inflation. Par exemple, typiquement, vous gagnez 100, vous gagnez 100 aujourd'hui. L'année prochaine, vous gagnez toujours 100. Hein. Votre DRH vous annonce malheureusement que vous n'aurez pas les 1 ou 2% d'augmentation auxquels vous aurez pu prétendre pour compenser l'inflation. C'est pas grave. C'est pas grave. L'année prochaine, vous investissez suffisamment de manière à ce que sur votre compte en banque, vous ayez 1 ou 2 euros qui tombent tous les mois qui correspondent à l'inflation. Et pareil, en utilisant la mécanique des intérêts composés, vous faites en sorte qu'à l'année N+2, au lieu d'avoir 2 euros qui tombent sur votre compte tous les mois, vous ayez 4 euros qui tombent sur votre compte tous les mois. Puis, 6 ou 7 euros tous les mois au bout de 3 ans. Et ainsi de suite, de manière à que, en fait, aujourd'hui, vous avez 100 euros de salaire. Dans 10 ans, vous avez 100 euros de salaire, puisque malheureusement, rigueur faisant, vous n'avez pas été augmenté pendant 10 ans. Bah, au bout de 10 ans, vous aurez toujours 100 euros sur votre fiche de paye puisque vous êtes fonctionnaire ou assimilé. Mais à côté de ces 100 euros-là, vous avez 20 euros, 20 ou 30 euros qui tombent sous forme de revenus complémentaires, des loyers, des dividendes SCPI, des dividendes en actions, coupons d'obligations, des ventes d'or, que l'or, c'est que l'or s'apprécie sur le long terme, bah, petit à petit, une fois que vous êtes constitué un stock d'or, bah, petit à petit, vous revendez une partie de vos pièces d'or pour vous générer des revenus complémentaires. Donc, il y a tout un tas de solutions qui peuvent vous permettre, surtout vous êtes fonctionnaire ou assimilé fonctionnaire, vous n'aurez aucun problème à, à emprunter auprès des banques,
n'hésitez pas à utiliser l'effet de levier du crédit pour emprunter auprès de la banque pour ensuite placer cet argent dans des solutions qui vont vous générer des revenus complémentaires qui vont suivre l'inflation, alors que les mensualités de crédit que vous allez payer, elles, sont à taux fixe, donc ne suivront pas l'inflation. Donc voilà un petit peu sur ce que j'avais à vous dire. Donc voilà un petit peu les solutions. Donc la situation de la France, elle est grave. Voilà, je vais pas vous mentir. Voilà, c'est, enfin, vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, ça serait clairement vous mentir. La situation est grave. Le pays est très endetté. On a une dette, un ratio dette sur PIB qui est de 110%. On a un déficit public, donc plus grave encore que le ratio dette sur PIB. On a un déficit public qui est en train de dériver à la hausse. On est à 6% de déficit public. D'ailleurs, il n'est pas exclu qu'on ait une motion de censure, qu'on ait une solution de l'Assemblée nationale sur le budget, que ça bloque, qu'on ait une crise politique à la rentrée de 2025 à cause du budget. Donc oui, il va y avoir des solutions douloureuses, clairement, qui vont nécessiter un effort pour chacun et chacune d'entre de nous. Que vous soyez au RSA ou que vous soyez Bernard Arnault, je pense qu'on va tous, chacun à son niveau, on va tous devoir changer notre mode de vie. On dépend tous de l'État. Hein. Quand on passe la carte vitale parce qu'on a des problèmes de santé, on dépend de l'État. Quand on est à la retraite, on dépend de l'État. Quand on est multinational, on dépend de l'État via les aides publiques. Quand on est au RSA, on dépend de l'État. Quand on est au chômage, on dépend de l'État. En fait, on dépend tous de l'État, plus ou moins. On aura tous, on aura tous des choix difficiles à faire. Mais, mais, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et les solutions que je propose, que j'ai mis là, elles sont accessibles à tous. Et si vous voulez vous creuser, bah, j'ai écrit un livre là-dessus. Donc, ce livre peut vous rendre riche. Hein. Donc, j'ai écrit un livre. Je sais pas si je l'ai là. Bah, si, je l'ai là. Voilà. Donc, voilà, hein, voilà le livre. Alors, désolé, hein, il est à l'envers parce que j'ai pas un logiciel qui permet de retourner un petit peu de paramétrer l'écran. Donc voilà, donc ce livre peut vous rendre riche. Donc c'est un livre qui fait 400 pages. Donc si vous êtes vraiment intéressé par ces problématiques de préparer votre retraite, de liberté financière, de vous créer des sources de revenus en plus qui ne dépendent pas de votre salaire, bah, n'hésitez pas. Hein. Voilà, ce livre, il y en a d'autres. Hein. Bon, moi, j'ai écrit un livre, mais vous pouvez très bien acheter d'autres livres. Hein. C'est pas, enfin, mon livre n'est pas la panacée. Mais voilà. Donc ça, ce sont des choses euh, qu'il est important à faire. Et ça se fait sur le long terme. Il n'y a pas de baguette magique. Hein. Si vous tombez sur des influenceurs qui vous disent que dans 6 mois, vous pouvez devenir libre financièrement grâce à l'immobilier, au crypto ou au business en ligne, c'est des conneries. C'est des conneries. La constitution d'un patrimoine qui va vous procurer des revenus complémentaires pour tirer à la retraite plus tôt, pour vous constituer un complément de revenus si votre retraite sera modeste plus tard, ça, c'est des choses qui se font sur plusieurs années. C'est pas des choses qui se font en quelques semaines ou quelques mois. Voilà. Voilà un petit peu sur ce que j'avais à vous dire. Donc, c'est pas une vidéo, évidemment, qui fait rêver. Hein. Désolé, hein, si vous espérez avoir du rêve, bon, moi, je vends pas de rêve. Hein, vous me connaissez. Euh, voilà. Mais sachez que la France, c'est pas le Liban. Alors, moi, je suis né au Liban. Je sais comment marche le Liban. La France n'est pas le Liban. Alors, ça peut finir par devenir le Liban, hein, je ne dis pas, mais on est loin encore d'être un pays comme le Liban. Mais, mais,
on peut très très bien devoir euh, devoir subir des coupes drastiques au niveau budgétaire de l'État et subir ce qu'a connu la Grèce, ce qu'a connu le Portugal, ce qu'a connu l'Espagne, connu l'Irlande, ce qu'a connu l'Italie. Il est fort probable que la France soit à la veille de devoir subir une véritable cure d'austérité, comme on en a plus connu depuis que je suis né, depuis plus de 50 ans. Ça, c'est quelque chose qui n'est clairement pas à exclure, mais vous pouvez dès maintenant anticiper ce qui va nous arriver. Voilà. Et sans avoir besoin de quitter la France, là encore. Pour moi, la solution, c'est pas forcément de quitter la France. Il faut arrêter. Hein, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Moi, j'ai bossé en Suisse, j'ai bossé au Canada, j'ai fait un stage au Liban, j'ai bossé un petit peu en Angleterre, j'ai fait des voyages d'affaires à Hong Kong et à Tokyo. Euh, L'herbe n'est pas plus verte qu'ailleurs. Il faut arrêter de croire que ailleurs c'est génial, c'est le paradis, c'est le nirvana. C'est des conneries, tout ça. C'est des conneries. Hein. Faut arrêter. Faut arrêter avec le fantasme que en France c'est un enfer et ailleurs c'est génial, c'est super, les oiseaux chantent et tout. Donc dans tous les cas, par contre, oui, il va falloir se serrer la ceinture. Il va falloir se serrer le kiki, comme on dit, mettre en place au niveau individuel un système pour sortir de la drogue, en fait, parce qu'on est trop drogué aux aides de l'État. Et ça, c'est quelque chose que il va falloir apprendre à faire, que vous soyez chômeur, au RSA, créateur d'entreprise, dirigeant d'une multinationale, salarié, fonctionnaire, retraité, il va falloir petit à petit être capable, mettre en place des solutions, des solutions d'investissement, des solutions d'évolution professionnelle, des solutions de mode de vie qui vous permettent de petit à petit dépendre le moins possible de l'État. Ce qu'il va y avoir, hein, ça c'est une certitude, il va y avoir des réformes très douloureuses qui vont passer. Et il vaut mieux encore ça, vaut mieux des réformes douloureuses comme celles que j'ai décrites dans ma vidéo, que recommandera sans doute le FMI, plutôt que comme ce qui s'est passé au Liban, que vous vous réveillez et puis un jour, Emmanuel Macron vous annonce à la télé que tous les comptes bancaires sont bloqués. Vous ne pouvez plus retirer de l'argent, c'est fini. Ça, c'est un scénario auquel je crois très peu et qui pourrait arriver si vraiment rien n'est fait. Mais pour en arriver là, déjà, si déjà on met en place les solutions que j'ai mentionnées, pourraient être mises en place de force par le FMI, déjà, je pense qu'on pourra s'en sortir. Voilà un petit peu sur ce que j'avais à vous dire. Donc, évidemment, ça fait pas rêver. Je suis désolé pour celles et ceux à qui j'ai gâché le week-end. Mes excuses. Mais la situation est grave, mais loin d'être désespérée. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine écourtée du pont de l'Ascension si vous avez la chance de partir un petit peu en vacances. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos familles et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!